Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo de présentation des notes de cours du chapitre 16 Système dynamique linéaire. L'objectif de cette troisième vidéo, c'est de présenter la section 4 de ce chapitre. Comme son nom l'indique, cette section 4 est encore, comme la section 3, consacrée au système dynamique linéaire à temps continu, mais cette fois-ci dans un cadre beaucoup plus restreint et concret, puisque ce sera seulement en dimension 2. Et on va tout de suite préciser ça, ainsi que les objectifs dans le premier slide. Alors, voilà l'objet d'étude pour toute la section. C'est un système différentiel de deux équations à deux inconnus, qu'on peut écrire sous forme matricielle. Grand x point égale a grand x, ou grand A, est une matrice de 2, qui dépend donc de 4 paramètres A, B, C, D. Alors dans la section précédente, la section 3, on avait déjà acquis une certaine compréhension des systèmes dynamiques linéaires à temps continu, notamment à travers la décomposition des solutions en mode propre. Le but de cette section, c'est de rendre cette compréhension beaucoup plus concrète et précise et visuelle, en étant capable de comprendre et de dessiner ce qu'on appelle le portrait de phase, c'est-à-dire la représentation dans le plan des trajectoires des solutions du système. Et sur ces trajectoires, on précisera le sens de parcours des solutions. Donc ça, c'est l'objectif. Et vous verrez au cours de la section plein d'exemples de dessins de ce portrait de phase et de la manière de les réaliser. Mais on peut exprimer l'objectif de manière encore plus directe en disant le but de cette section, c'est de comprendre ce qu'on voit sur ces deux applettes. Alors je vais tout de suite au slide qui présente les deux applettes. Ce sont deux applettes qui permettent de visualiser des portraits de phase de champs de vecteurs en dimension 2. Alors, celle de gauche porte sur des champs de vecteurs un peu plus généraux qui peuvent être linéaires, c'est le premier qui est ici, qu'on a choisi, linéaire, mais les suivants sont non linéaires. Vous voyez, on voit le champ de vecteurs, les petites flèches, et puis les trajectoires. Ce que fait cette applette, ça ressemble un peu à l'objectif du mini-projet informatique. Même si, bien sûr, vous ne pourrez pas rivaliser avec l'ergonomie de l'applet dans le cadre d'un projet d'étude, hein, bien entendu. Mais le but du mini-projet, c'est, en étant capable de développer une application qui, sur le fond, fait la même chose, de vraiment bien comprendre les concepts sous-jacents de champs de vecteurs, de conditions initiales, de solutions, de trajectoires. Mais en fait, l'applet la plus adaptée à ce qu'on va faire dans cette section, c'est l'applet côté droit, parce qu'elle est spécifique des systèmes de 2 linéaires. Et donc elle permet de visualiser un certain nombre d'éléments spécifiques de ce cas linéaire, comme le plan trace déterminant, dont on va reparler très vite, les valeurs propres du système de 2, les directions propres lorsqu'elles sont réelles, ici on voit deux directions propres, et même le type de système associé au coefficient choisi. Ici, on a un système de type coll, saddle, et même enfin, mais ça ce sera plutôt pour la section suivante, la section 5, le cas particulier des matrices compagnons qui sont les matrices des systèmes de 2 qui sont associées à des équations différentielles scalaires du second ordre qu'on a vu au premier semestre. Mais ça c'est pour la section 5. Pour que ce soit plus concret, on va faire un rapide détour par le début de la section 5, juste pour voir les définitions de la matrice compagnon et du système différentiel compagnon associé à une équation différentielle linéaire homogène du second ordre. Voilà, ici on est sur le premier slide de la section 5, et vous retrouvez les équations différentielles d'ordre 2 du premier semestre, c'est le cas homogène. Alors, l'équation est notée exactement de la même manière. Il y a une différence en revanche, c'est que la variable d'état, on va la noter x,
à cause des notations de l'algèbre linéaire, pour rester cohérent avec les notations de l'algèbre linéaire. Donc maintenant ce sera x au lieu de u, mais à part ça c'est bien la même équation, avec les mêmes notations pour les deux paramètres, gamma et kappa de l'équation. Et au-dessous, la définition de ce qu'est la matrice compagnon et ce qu'est le système différentiel compagnon associé à cette équation. La matrice compagnon, c'est cette matrice de 2 qu'on avait déjà définie dans les notes de cours du chapitre équation différentielle pour justifier le paramétrage du plan des paramètres, trace déterminant gamma kappa. Et puis le système différentiel compagnon, c'est le système différentiel associé à cette matrice. Ce qu'on verra dans la prochaine vidéo, c'est que l'équation différentielle scalaire ici et le système différentiel ici sont équivalents au sens où à toute solution de l'un correspond de manière biunivoque une solution de l'autre. Donc à toute solution de l'un correspond une unique solution de l'autre. Et donc vous voyez, la différence entre la section 4 et la section 5, c'est que dans la section 4, on traitera une matrice de 2 quelconque, et dans la section 5, ce sera en fait un cas particulier. On traitera les systèmes différentiels associés aux matrices de cette forme-là, avec seulement 2 paramètres. Ok, on revient à l'appelette. Voilà, là j'ai précisé, cette coche-là, cette case-là, ce sera pour la section 5. Et donc le but à atteindre, c'est de comprendre tout ce que vous voyez sur cette applette. C'est le but de la section 4, mais c'est aussi le but de la section 5, donc c'est le but du chapitre, et comme le chapitre c'est l'aboutissement de tout le thème algèbre linéaire, on peut dire que c'est bien comprendre les phénomènes sur cette applette, c'est l'aboutissement de tout le cours sur l'algèbre linéaire. Voilà, donc maintenant on a un objectif très clair, on revient au début de la section pour avancer pas à pas. Et à présent qu'on a précisé l'objet d'étude et l'objectif, on va à cette sous-section consacrée aux valeurs propres et à une vieille connaissance du cours d'équations différentielles linéaires, le plan trace déterminant. On y va tout de suite. Alors, dans tout ce qui a précédé dans le chapitre, les sections 2 et 3, on a compris que la dynamique des systèmes dynamiques linéaires est largement gouvernée par les éléments propres, les valeurs, vecteurs et donc les modes propres. Et donc la première chose qu'on va faire sur notre matrice de 2, c'est d'en étudier ces éléments propres. L'expression du polynôme caractéristique dans le cas d'une matrice de 2, on la connaît depuis le chapitre valeurs et vecteurs propres. C'est cette expression-là, et elle dépend de 2 paramètres. La matrice A, elle dépend de 4 paramètres, mais le polynôme caractéristique, lui, dépend seulement de 2 paramètres, la trace et le déterminant. Dans les expressions, bien sûr, c'est trace égale à plus D, déterminant égale à D moins BC. Au passage, si vous vous dites, mais c'est vraiment exactement la même chose, les mêmes notations, le même vocabulaire qu'au premier semestre pour les équations différentielles linéaires d'ordre 2, c'est vrai et c'est normal puisque, comme on vient de le dire, les équations différentielles d'ordre 2 peuvent se reformuler sous la forme de système de 2. C'est juste que on les reformule avec une matrice un peu plus particulière que cette matrice-là dont les 4 coefficients sont quelconques. Mais l'expression du polynôme caractéristique en fonction de la trace et du déterminant pour une matrice de 2, c'est toujours la même. Et donc l'expression des valeurs propres en fonction de cette trace et ce déterminant, c'est toujours la même. Donc c'est normal que vous retrouviez la même chose qu'au premier semestre dans le cours équation différentielle linéaire. Qui plus est, ce calcul des valeurs propres pour une matrice de 2, on l'avait déjà mené dans le chapitre valeurs et vecteurs propres, chapitre 15. Donc on est vraiment là en terrain connu. Et donc vous avez 3 cas, discriminant strictement positif, deux valeurs propres réelles distinctes, discriminant nul, une valeur propre réelle double, discriminant strictement négatif, deux valeurs propres complexes conjuguées distinctes, avec une somme des valeurs propres qui est égale à la trace et un produit des valeurs propres qui est égal au déterminant. Tout ça, vous connaissez très bien. Et comme on s'intéresse à la dynamique, on va aussi s'intéresser à la stabilité des modes propres.
et pas seulement à leur nature réelle ou complexe conjuguée, donc leur stabilité. Et cette stabilité, on sait qu'elle est donnée, d'après la section 3, par le signe de la valeur propre si la valeur propre est réelle, et par le signe de la partie réelle si la valeur propre est complexe non réelle. Et cette stabilité, ce signe des valeurs propres ou de leur partie réelle, elle va résulter à la fois du signe du déterminant et du signe de la trace. Plus exactement, si le déterminant est strictement négatif, alors le discriminant, vous le voyez ici, va être strictement positif, donc on aura deux valeurs propres réelles dont le produit vaut le déterminant qui est strictement négatif, donc deux modes propres réels avec des valeurs propres de signes opposés, donc de stabilité opposée. Premier cas. Alors, il y a le cas de déterminant nul qui sera intermédiaire, dont on ne va pas parler ici. Et si le déterminant est, à l'inverse, strictement positif, alors dans ce cas-là, le signe du discriminant peut être positif ou négatif, mais dans ce cas-là toujours, la stabilité des modes va être donnée par le signe de la trace. Pourquoi ? Parce que si les valeurs propres sont complexes conjuguées, vous voyez, la trace donne directement le signe de la partie réelle. Et si les valeurs propres sont réelles, comme leur produit est égal au déterminant, ce qu'on a écrit ici, qui est strictement positif, ça veut dire que ces deux valeurs propres réelles sont de même signe. Et, vous voyez, d'après leurs expressions, la moitié de la trace, c'est la moyenne des deux valeurs propres. Elles sont équidistantes, réparties de chaque côté de la moitié de la trace. Donc comme elles sont de même signe, ce signe est donné par le signe de la trace. Et on va traduire tout ça, slide suivant, sur le plan trace déterminant. Et là, quand vous voyez ces figures, vous devez vous dire, mais tout ça je connais, c'est exactement la même chose qu'au premier semestre. Alors c'est vrai, la seule différence, c'est qu'au premier semestre, on avait nos deux paramètres kappa qui donnaient le déterminant, et gamma, c'est plutôt moins gamma, qui donnait la trace. Et c'est ce qu'on aura dans la section 5 suivante. Pour l'instant, dans cette section 4, on n'a pas de kappa ni de gamma. On a juste une matrice de 2, donc 4 coefficients A, B, C, D, et un polynôme caractéristique qui ne dépend que de deux paramètres définis à partir de ces 4 coefficients, la trace et le déterminant. Mais à partir de ces deux paramètres, tout ce qu'on va dire sur la nature réelle ou complexe conjuguée et la stabilité des valeurs propres, ça va être exactement la même chose qu'au premier semestre. Du point de vue de la nature des valeurs propres, elle est donnée par le signe du discriminant delta qui vaut T2-4D. Regardez, slide précédent, delta égale T2-4D. Et donc on retrouve nos trois zones dans ce plan trace déterminant, ou plus exactement deux zones, une zone jaune et une zone bleue, séparées par une frontière. La frontière, c'est là où le discriminant vaut 0. Le discriminant, il vaut 0 si et seulement si D égale T2 sur 4. Et D égale T2 sur 4 dans ce plan, c'est une parabole. Puis au-dessus de la parabole, vous avez D strictement plus grand que T2 sur 4, ce qui est équivalent à discriminant négatif. Et au-dessous de la parabole, D strictement plus petit que T2 sur 4, ce qui est équivalent à discriminant strictement positif. Donc ça détermine la nature, complexe conjuguée ou réelle des valeurs propres. Mais ce qui compte pour la dynamique, ce n'est pas seulement leur nature, mais c'est aussi leur stabilité. Et ça, on l'a vu sur le slide précédent. Pour la stabilité, elle fait intervenir à la fois le signe du déterminant et le signe de la trace. Si le déterminant est strictement négatif, c'est la zone bleue au-dessous. Vous avez deux valeurs propres réelles de stabilité opposées. Bon, si le déterminant est nul, ce sera un cas intermédiaire. Si le déterminant est strictement positif, c'est la zone au-dessus de l'axe des abscisses. Et bien dans ce cas, la nature des valeurs propres, complexes conjuguées au réel, est donnée par la position où on se trouve par rapport à cette parabole. Et la stabilité des valeurs propres, on l'a vu au slide précédent, c'est donné par le signe de la trace. Et donc vous avez une zone stable à gauche et une zone instable à droite, uniquement pour la partie supérieure. La partie inférieure, ça ne dépend pas du signe de la trace. Mais pour la partie supérieure, c'est stable à gauche, instable à droite. Et puis, c'est complexe conjugué ou réel, suivant que vous êtes de part et d'autre de cette parabole. Et puis, c'est réel double si vous êtes sur la parabole.
D'où ce découpage du plan trace déterminant en 5 zones. Alors il y a 3 couleurs, mais en fait il y a bien 5 zones, puisqu'ici il faut aussi séparer gauche et droite. 5 zones qui... Et puis les frontières entre ces zones, mais disons 5 zones principales, génériques, qui déterminent à la fois la nature des valeurs propres, réelles ou complexes conjuguées, et leur stabilité. On peut passer au slide suivant. Et là, vous êtes à nouveau en terrain connu, en terrain conquis. Vous retrouvez votre figure favorite, votre dessin favori d'illustration de l'expression des valeurs propres en fonction de la trace et du déterminant dans les 3 zones de couleur, en se limitant sur ce dessin à une trace négative qui sera le cas, vous vous souvenez, qui était le cas pertinent pour les équations différentielles linéaires du deuxième ordre. En tout cas, ce dessin sert surtout à illustrer l'expression des valeurs propres en fonction de la trace et du déterminant, c'est-à-dire, en revenant 2 slides en arrière, ces expressions-là. Et vous retrouvez en particulier, vous visualisez le fait que la t sur 2, la moitié de la trace, c'est bien à chaque fois la moyenne des 2 valeurs propres. Et puis que quand les valeurs propres sont réelles, elles sont de même signe et du signe de la trace dans les zones vertes et de signe opposé dans la zone bleue. Et on peut passer au slide suivant, dans lequel on va simplement faire le lien entre signe du discriminant et diagonalisabilité. Si le discriminant est strictement positif, il y a 2 valeurs propres réelles distinctes, donc 2 directions propres réelles, donc la matrice est diagonalisable sur R. Si le discriminant est strictement négatif, il y a 2 valeurs propres complexes conjuguées, donc 2 directions propres complexes distinctes, et donc la matrice est diagonalisable sur C. Les valeurs propres complexes conjuguées sont distinctes, puisque le discriminant est strictement négatif. Et enfin, si le discriminant est nul, dans ce cas-là, il y a une seule valeur propre réelle double, multiplicité algébrique 2. Et dans ce cas-là, pour que A soit diagonalisable, il faut que la multiplicité géométrique de cette valeur propre soit également égale à 2. Autrement dit, il faut que tout le plan R2 soit formé de vecteurs propres. Et donc ça n'est possible que, ça n'est le cas que si A vaut lambda identité, que si A est une homothétie. En général, ce ne sera pas le cas, le plus souvent. Donc la matrice sera, en général, le plus souvent, non diagonalisable dans ce cas-là. En particulier, dans le cas d'une matrice compagnon, on verra qu'elle est toujours non diagonalisable. Dans ce cas-là, dans le cas delta égale 0. Et donc on peut avancer. Le slide suivant, c'était le slide consacré à la présentation des 2 applettes avec l'objectif, le but, qui est de comprendre bien cette applette. On continue à avancer. Le slide suivant, on va le passer assez vite pour y revenir au cours de la progression, parce que c'est un slide consacré uniquement à de la terminologie. La terminologie, c'est la désignation des types de systèmes différentiels de 2 en fonction de la nature et de la stabilité des valeurs propres. Et on verra que la terminologie est liée à l'allure du portrait de phase. Donc ça ne sert à rien qu'on insiste trop pour l'instant. On reviendra à ce slide quand on verra concrètement les portraits de phase. Donc on avance. Et encore un slide qu'on va passer assez vite, puisqu'il sert surtout à, en quelque sorte, définir l'objectif des slides suivants, qui va donc être d'obtenir le dessin des portraits de phase dans les différentes zones de ce plan déterminant. Et sur la figure, on a juste donné un petit aperçu de ce que seront ces dessins. Et vous avez aussi les terminologies utilisées pour désigner les différents cas en anglais, là sur cette figure. Donc ça vous donne une première idée du lien entre les terminologies choisies et l'allure des portraits de phase. Et donc on avance. Un petit détour par le sommaire pour voir ce qu'on a traité. On a traité, après le slide initial, la sous-section valeurs propres et plan trace déterminant. On va maintenant regarder ce qui nous attend. Essentiellement 4 sous-sections, 4 cas. Premier cas, le cas d'une matrice diagonale. Deuxième cas, le cas d'une matrice diagonalisable sur R. Diagonale, c'est diagonale à coefficient réel. Deuxième cas, diagonalisable sur R. Troisième cas, conforme. On verra la définition. Quatrième cas, diagonalisable sur C. Et puis le cinquième cas, mais qui est
pas générique, qui c'est un complément hors programme, c'est le cas non diagonalisable, le cas intermédiaire entre valeurs propres réelles et complexes. Et donc on attaque tout de suite avec le cas matrice diagonale à coefficient réel. On y va. Alors, c'est le cas le plus simple, et c'est un cas qu'on avait déjà vu en toute dimension dans la section 3, la section sur les systèmes différentiels en général, en toute dimension, à temps continu. Ici, on est en dimension 2, donc a priori, c'est juste un cas particulier plus simple de ce qu'on a déjà vu. On a une matrice diagonale de 2 avec deux coefficients. Donc là, comme on est en dimension 2, on ne va pas s'embêter avec des indices pour les notations, on préfère avoir des lettres différentes, donc on va noter les deux valeurs propres, les deux coefficients diagonaux, lambda et mu. Et donc le système différentiel, x point égale dx, il prend cette forme, vous vous souvenez, cette forme découplée, dans laquelle les deux équations, les deux coordonnées x et y, on va noter les deux coordonnées x et y, elles évoluent indépendamment l'une de l'autre. Non seulement ça, mais on sait écrire explicitement leurs solutions. Leurs solutions, on les connaît d'après le premier semestre, les expressions, elles font intervenir ces fonctions exponentielles fois la valeur propre fois le temps, et ça, on multiplie la valeur initiale par ce coefficient exponentiel, la valeur propre fois le temps. Au passage, pour éviter toute ambiguïté, la matrice A dont on était parti, on l'avait supposée à coefficient réel. Donc si on suppose qu'elle est diagonale, elle est toujours à coefficient réel. Donc lambda et mu sont des réels. Alors vous vous souvenez, le but c'est de tracer le portrait de phase, c'est-à-dire l'allure des trajectoires dans le plan R2, le plan XY, des trajectoires associées aux solutions de ce système différentiel. Et ce portrait de phase, il va principalement dépendre d'abord des signes de lambda et mu. Comme la matrice est diagonale, les directions horizontales et verticales sont des directions propres, donc elles sont associées à des modes propres. Et les signes de lambda et mu, ça détermine la stabilité de ces modes propres. Et puis il y a un autre élément qui va jouer sur l'allure du portrait de phase, c'est le signe de la différence mu moins lambda. Pourquoi ? Parce que si vous faites le rapport entre les deux coordonnées, alors par exemple y sur x, en supposant que x de 0 est non nul, pour pas avoir de 0 au dénominateur, si vous faites le rapport y sur x, ce rapport, c'est le coefficient directeur de la droite qui relie l'origine du plan de R2 au point x de t, y de t, donc au point où se trouve la solution. Vous êtes d'accord ? C'est la définition du coefficient directeur. Donc la valeur de ce rapport, elle va vous dire dans quelle direction du plan vous vous trouvez. X, Y, clac. Le rapport, voilà la direction radiale dans laquelle vous vous trouvez. Et ce rapport, cette pente, ce coefficient directeur, il a une expression très simple, parce que les coordonnées elles-mêmes ont une expression très simple. Quand vous prenez le quotient, vous avez le quotient entre les conditions initiales fois l'exponentielle de mu moins lambda t. Et par conséquent, le signe de mu moins lambda va déterminer si ce rapport, ce coefficient directeur, tend vers 0 ou tend vers plus ou moins l'infini dans l'avenir et dans le passé. Avec tout ça, on va pouvoir aller au portrait de phase pour les observer et normalement être en mesure de les comprendre. On y va tout de suite. Et donc, voici l'allure des portraits de phase en fonction des signes de lambda et de mu. Donc il y a en fait un slide, 2 slides, 3 slides. On revient en arrière. Et donc le but, c'est que vous parveniez à comprendre ces dessins et à être capable de les refaire pour des signes quelconques de lambda et de mu et de la différence mu moins lambda. Toutes les figures, elles ont été réalisées avec une des applettes, l'appelette de gauche du slide des applettes, l'appelette dans laquelle on voit le champ de vecteurs, vous voyez, avec les petites flèches grises. Vous avez à la fois le champ de vecteurs, les trajectoires, et puis les points, c'est là où j'ai cliqué pour lancer les conditions initiales. Plus exactement pour choisir la condition initiale et lancer la solution. Alors bon, peut-être qu'on peut commencer par le deuxième cas, c'est le cas où les deux valeurs propres sont négatives, donc les deux modes sont stables, attractifs. Donc vous voyez, les modes propres qui sont dans la direction horizontale, c'est les solutions qui tendent vers l'origine, en venant de la droite ou de vers la gauche, pareil vertical. Et comme les deux valeurs propres sont égales,
ben, si je reviens au slide précédent, le rapport y sur x, donc le coefficient directeur de cette droite qui relie l'origine au point de coordonnées xy de la solution, il est constant, puisque la différence vaut 0. S'il est constant, ça veut dire que les trajectoires sont radiales. On revient au portrait de phase, c'est bien ce qu'on observe. Des trajectoires radiales, un champ de vecteurs radial aussi, qui pointent vers l'origine. Voilà. Donc c'est fait pour le deuxième cas. Dans le premier cas, on a encore deux valeurs propres négatives, donc deux modes propres stables, mais on en a un qui est en quelque sorte plus stable des deux. Lequel est le plus stable des deux? Ou le plus violemment stable, si on peut dire? Ben, c'est celui avec mu, donc c'est le mode vertical, parce que c'est mu qui est la valeur propre la plus négative. La conséquence, c'est que dans ce premier cas, les deux coordonnées tendent vers 0 dans l'avenir, mais la coordonnée verticale s'écrase sur 0 plus vite. Et donc, la coordonnée horizontale, elle s'écrase sur 0 plus lentement. Et ça, vous le voyez dans le fait que les trajectoires sont tangentes quand elles arrivent vers l'origine. Elles arrivent à l'origine tangentiellement à la direction horizontale. Et ça se voit avec l'expression qu'on avait vue au slide précédent sur le rapport entre y et x. Si mu est plus négatif que lambda, ça veut dire que cette quantité-là, cette différence-là, est négative. Et ça veut dire que ce quotient tend vers 0 dans l'avenir. S'il tend vers 0 dans l'avenir, ça veut dire que le coefficient directeur tend vers 0, et donc on converge vers 0 tangentiellement à la direction horizontale. Et dans ce cas-là, pour la même raison, dans le passé, c'est l'inverse. Dans le passé, quand tu tend vers moins l'infini, ça croît vers plus ou moins l'infini en fonction du signe de la condition initiale. Ce qui veut dire que quand vous revenez en arrière, la direction asymptotique, c'est la direction verticale. C'est exactement ce qu'on voit sur le slide. Donc, a priori, c'est OK pour le premier dessin. Et une fois que vous avez fait les deux premiers, vous allez voir, le reste, ça va être du gâteau. Troisième dessin, c'est la même chose, sauf qu'on a juste inversé l'ordre entre les deux valeurs propres. Donc, vous voyez, on a inversé... d'une certaine manière, on peut dire que c'est comme le premier dessin en faisant un flip entre les deux coordonnées pour passer du premier cas au troisième cas. Ou bien vous pouvez faire tout le raisonnement que j'ai fait dans le premier cas, mais adapté à cet ordre entre lambda et mu, et vous obtiendrez la justification de cette trajectoire-là, c'est-à-dire une direction asymptotique verticale dans l'avenir, sauf pour les solutions qui sont exactement sur l'horizontale, et une direction asymptotique horizontale dans le passé, sauf pour les solutions qui sont exactement sur la verticale. Et toujours cette terminologie qu'on avait déjà vue au premier semestre et qu'on peut reprendre, de mode doux et violent. Le plus doux des deux, c'est celui pour lequel la valeur propre est la plus proche de 0. Le plus violent des deux, c'est celui pour lequel la valeur propre est la plus éloignée de 0. Alors, si on fait le dessin ici au milieu en bas, la figure au milieu en bas, eh bien, cette fois-ci, il y a une des valeurs propres, en l'occurrence mu, qui vaut 0. Si la valeur propre vaut 0, les solutions sont constantes. Donc ça veut dire que les ordonnées sont constantes dans le temps. Et on le voit, les trajectoires sont horizontales, ordonnées constantes. En revanche, les abscisses, elles s'écrasent sur 0. Donc vous voyez les petites flèches grises qui sont horizontales et qui pointent vers l'axe des ordonnées. Et puis enfin, les deux derniers cas à gauche et à droite, c'est une perturbation de ce cas au milieu en bas, là, dans lequel on a un mu qui n'est pas tout à fait nul, mais presque nul. Donc le mode vertical associé à mu est vraiment très doux ici, très doux, valeur propre très proche de 0. Et donc, c'est seulement quand le mode horizontal s'est pratiquement écrasé sur 0, et du coup il bouge très peu, que vous voyez en quelque sorte le second mode compter. Et ici, mu est strictement négatif, donc le second mode beaucoup plus lentement que le premier mode, mais finit quand même par décroître vers 0. Et dans le troisième dessin, à l'inverse, le second mode, beaucoup plus lentement que le premier mode, mais finit par croître vers l'infini. D'où ces dessins de portrait de phase, vous voyez, qui sont comme des perturbations du dessin du milieu, qui était le cas limite, mu égale 0. Vous voyez le lien pour passer de gauche à droite, on passe en fait d'une certaine manière continuellement au niveau des dessins. Il y a une continuité entre le dessin de gauche et le dessin de droite. Et le dessin de droite ici, c'est déjà un dessin dans lequel vous avez deux valeurs propres de stabilité opposées. Un mode stable et un mode très légèrement instable, vertical.
On passe au slide suivant. Et en fait, ce slide-là, c'est exactement la même chose que le précédent, sauf qu'on a, en quelque sorte, renversé le signe des valeurs propres, ou on pourrait le dire autrement, ça revient à renverser le sens du temps. Mais bon, disons qu'on a renversé le signe des valeurs propres. Donc on avait commencé par ce cas-là, c'était deux valeurs propres négatives égales, cette fois-ci elles sont positives égales, à nouveau des trajectoires radiales pour la même raison, mais cette fois-ci un champ de vecteurs qui pointe vers l'extérieur, et donc des trajectoires radiales qui partent à l'infini, des solutions qui partent radialement à l'infini. Et puis, côté gauche ici et côté droit ici, le même signe pour les valeurs propres, deux valeurs propres strictement positives, deux modes propres instables, mais un mode doux, un mode violent. Ici, côté gauche, c'est le mode vertical qui est le mode violent. Donc c'est lui qui s'écrase le plus vite vers 0 dans le passé et qui explose le plus vite vers l'infini dans l'avenir. D'où les directions asymptotiques et le dessin. Et puis ici, côté droit, c'est le mode vertical qui est le plus... Excusez-moi, le mode horizontal qui est violent, le mode vertical qui est doux. Donc le mode horizontal qui est le plus violent, donc c'est lui qui s'écrase le plus vite dans le passé et qui explose le plus vite dans l'avenir. Et puis en dessous, ici toujours au milieu, le cas où une des valeurs propres est nulle, bah c'est toujours la valeur propre associée au mode propre vertical, la deuxième, donc des trajectoires horizontales, mais cette fois-ci, le mode propre horizontal est instable, donc vous voyez les champs de vecteurs, les vecteurs vitesse sont horizontaux et pointent vers l'extérieur, s'éloignent de l'axe des ordonnées, donc les trajectoires sont horizontales et les solutions s'éloignent horizontalement sur des droites horizontales de l'axe des ordonnées. Et puis à nouveau, si à partir de ce cas-là, vous perturbez légèrement mu pour le rendre soit strictement positif, soit strictement négatif, ben vous réobtenez des dessins qui sont analogues à ceux qu'on avait vus dans le slide précédent, à ceci près que cette fois-ci, les solutions dans l'avenir partent à l'infini. Les vecteurs s'éloignent à l'infini. À nouveau, vous avez cette continuité de gauche à droite entre les trois dessins. Et puis il ne nous reste plus qu'un slide à faire, celui-ci. En fait, c'est des dessins qu'on a déjà vus dans les slides précédents, puisque dans les deux slides précédents, on a déjà vu deux cas avec des modes propres de stabilité opposés. C'était celui-là et, slide 54, celui-là. Sauf que maintenant, dans le dernier slide, il n'y a aucune des deux valeurs propres qui est spécialement proche de 0. Donc on a deux modes propres de stabilité opposés qui ne sont pas tellement plus violents l'un que l'autre, en quelque sorte. C'est juste qu'il y en a un qui est stable, un autre qui est instable. Et donc, vous voyez, côté gauche, c'est le mode vertical qui est stable, donc la coordonnée verticale s'écrase vers 0, et pendant ce temps-là, la coordonnée horizontale part à l'infini, vers la gauche ou vers la droite, en fonction du signe de la condition initiale. Et qui plus est, excusez-moi, j'avais oublié de le préciser, dans ce cas-là, on a même mu égale moins lambda, on a pris deux valeurs propres de stabilité exactement opposées, donc du coup, les modes propres ont exactement la même violence, en quelque sorte. Le mode vertical est autant attractif que le mode horizontal et répulsif. Et ici, c'est l'inverse. Si vous n'avez pas cette condition que les valeurs propres sont exactement opposées, vous aurez un dessin qui ressemblera, mais dans lequel vous aurez un des modes qui sera un peu plus violent que l'autre, donc dont le comportement sera en quelque sorte dominant. C'est ce qu'on avait vu sur ce cas-là, où le mode horizontal était dominant, sauf quand on revenait très loin en arrière dans le passé, où il s'écrasait pratiquement, et du coup le mode vertical commençait à jouer son rôle. Pareil ici, et puis dans le cadre précédent, c'était, dans le slide précédent, pardon, oui c'était là, c'était dans l'avenir, le mode dominant c'était toujours le mode horizontal, et quand il s'écrasait vers 0 dans l'avenir, le mode vertical enfin devenait sensible. Et on a terminé pour ces portraits de phase dans le cas diagonale réelle. Un petit tour par le sommaire, donc ça c'est fait, matrice diagonale réelle c'est fait, et on passe maintenant au cas d'une matrice diagonalisable sur R. Alors après tout, peut-être que la meilleure manière d'appréhender, de comprendre ce qui se passe quand on passe du cas diagonal au cas diagonalisable, réel, c'est de l'expérimenter sur une applet. Et donc c'est ce qu'on va faire ici. On a pris votre applet favorite, Matrix Entry, Linear Phase Portraits Matrix Entry. On a décoché la case Companion Matrix parce qu'on veut une matrice quelconque, 4 coefficients quelconques. On a coché la case Eigenvalues parce qu'on veut voir les valeurs propres. Et on a, voyez, mis à 0 les coefficients B
et C. Comme ça, on a une matrice diagonale. Ben voilà, la matrice diagonale. Et vous voyez, sur les deux diagonales, sur la diagonale, vous avez les deux valeurs propres qu'on voit aussi ici. Et on retrouve la valeur propre la plus attractive, c'est la valeur propre horizontale. Le mode qui s'écrase le plus vite, c'est le mode horizontal. Valeur propre -2, le mode vertical s'écrase moins vite. Alors pour faire apparaître toutes ces trajectoires, j'ai cliqué sur le dessin, parce que le dessin enfin le portrait de face fourni par défaut par l'applet, il ne comporte pas beaucoup de trajectoires. Dans le cas diagonal, il ne comporte que les axes. En tout cas, vous voyez, l'applet est agréable parce qu'elle vous fournit des petites flèches sur les trajectoires qui vous donnent le sens de parcours. Bon, elle ne dessine pas le champ de vecteur, mais voilà. Et en plus, elle vous donne la désignation du cas qu'on est en train de regarder. Ici, c'est ce qu'on appelle un nœud attractif de valeur propre réelle, stable, strictement négative. Bon, et bien maintenant, on va regarder ce qui se passe lorsqu'on va rendre cette matrice non diagonale, donc en perturbant les coefficients B et C. Alors on y va. Je modifie par exemple le coefficient B et regardons ce qui se passe. Alors, vous voyez, si je reviens à B égale 0, j'ai ce portrait de phase un peu tristounet dans lequel on n'a que les axes qui sont dessinés, mais si je clique, je peux faire apparaître les autres trajectoires, d'accord? Mais quand je vais bouger B, les autres trajectoires vont disparaître. Mais les axes, c'est les directions propres, c'est les trajectoires principales, si on peut dire. Donc je fais bouger B, et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que ces directions propres, elles bougent. Alors là, comme j'ai modifié seulement B, c'est seulement la direction propre verticale qui bouge, mais vous obtenez un dessin qui ressemble en fait à celui qu'on avait auparavant. C'est juste que la direction propre a changé de direction. Et de même, si je modifie C, regardez, cette fois-ci c'est la direction propre horizontale qui va bouger, et les deux, on va avoir un dessin du même type, simplement avec deux directions propres qui seront plus l'horizontale et la verticale. Et tant qu'on a deux directions propres réelles, on aura toujours un dessin du même type. On le sent un petit peu, on le voit. Vous voyez, là, je passe d'ailleurs à de valeurs propres qui sont toutes les deux négatives à une valeur propre nulle et une valeur propre strictement positive. Voilà. Et c'est seulement lorsque les deux valeurs propres, lorsque les deux directions propres se confondent en une seule, donc là en une seule claque on passe en couleur rouge parce qu'il n'y a plus qu'une seule direction propre, et si je vais un petit peu plus loin, il n'y a plus de direction propre réelle du tout, et là on a nos fameuses trajectoires spiralantes dont on reparlera un peu plus tard dans la vidéo. On ne va pas parler tout de suite. Là il n'y a plus de valeur propre réelle du tout dans ce cas-là. Ok, en tout cas le bilan des courses à ce stade, c'est que quand il y a deux valeurs propres réelles, le dessin, c'est le même dessin que dans le cas diagonal, sauf qu'il faut adapter le dessin aux deux directions propres. Voilà. Et donc maintenant, on va revenir aux notes de cours pour le justifier. Et nous voici au premier slide de la sous-section consacrée au cas diagonalisable sur R. Et tout simplement, ce qu'on va faire pour justifier ce qu'on a observé sur l'applet, et puis pour comprendre l'allure du portrait de phrase et être capable nous-mêmes de le dessiner, tout simplement, on va diagonaliser la matrice. Et donc ce premier slide, il est consacré aux éléments formels et de notation relatifs à la diagonalisation de la matrice et au lien entre le système différentiel initial, x point égale à x, pour la matrice A initiale, non diagonale, et le système différentiel diagonalisé, u point égale du. Bon, tous ces éléments formels, on les a déjà vus dans la section 3 en dimension quelconque. Donc ce n'est pas la peine de refaire de manière trop détaillée en dimension 2 ce qu'on a vu en toute dimension. On va plutôt tout de suite aller regarder comment ça se traduit en dessin, en figure. Alors on y va au slide suivant. Et en fait, les notes de cours vous proposent 3 exemples qui reprennent d'ailleurs des exemples des exercices de TD. D'abord ce qu'on appelle un col, c'est-à-dire le cas où il y a deux valeurs propres de stabilité opposée, on les voit ici. Puis ce qu'on appelle un nœud attractif, le cas où il y a deux valeurs propres stables. Et puis enfin un cas où il y a une des valeurs propres qui vaut 0, un cas un peu plus particulier, et l'autre qui est stable. En fait, c'est à chaque fois le même principe, donc il suffit de le comprendre dans un cas. On revient au premier cas. Voilà, on y est. Et donc là, le but de ce qui vient, c'est d'essayer de comprendre parfaitement tout ce qu'on voit sur cette figure. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit essentiellement
avant tout la diagonalisation d'une matrice A qui n'est pas diagonale, mais qui a deux valeurs propres réelles qu'on peut calculer, et sur les calculs on voit qu'elles valent 1 et moins 3. Puis associé à ces valeurs propres réelles, vous avez les directions propres réelles, et les directions propres sont engendrées par des vecteurs propres qui sont 5, 1 et 1, 1. Ces vecteurs propres définissent une matrice de passage P, et sur la figure, on a représenté le changement de base avec les anciennes coordonnées grand X égale petit x, petit y, les nouvelles coordonnées grand U égale petit u, petit v. Côté droit, la base canonique, alors on l'a noté IJ avec des lettres différentes, toujours pour ne pas avoir à s'embêter avec des indices comme on est en dimension 2. Et puis on a mis des chapeaux pour ne pas confondre avec le nombre complexe I. Et puis côté gauche, la base de vecteurs propres, qui sont aussi les images par P des vecteurs de la base canonique. Donc les deux colonnes de P, c'est P de I et P de J. Donc les nouveaux vecteurs en fonction des anciens. Donc les anciens, attention, les anciens c'est ceux de la base canonique, les nouveaux c'est les vecteurs propres. Et à l'inverse, les anciennes coordonnées en fonction des nouvelles, ce qu'on voit ici à travers la transformation P, X, grand X égale P grand U. Et puis la matrice initiale A et la matrice diagonale D sont reliées par cette relation de conjugaison qui en fait traduit le fait que la transformation A à gauche et la transformation D à droite, c'est la même transformation dans deux systèmes de coordonnées différents, qui se traduit par ces deux égalités, celle-ci et qui est équivalente à celle-ci. Alors tout ça, c'est juste le changement de base. Et maintenant, au niveau du système différentiel, qui est ce qui nous intéresse, eh bien, le cours vous dit que le système différentiel x point égale a grand X côté gauche, il est équivalent ou il s'exprime dans les nouvelles coordonnées sous la forme u point égale du, au sens où la transformation P de droite à gauche et P-1 de gauche à droite, cette transformation qui correspond au changement de base, met en correspondance les solutions T donne X de T du système X point, du système différentiel X point égale à X à gauche, et les solutions T donne U de T du système différentiel U point égale du à droite. Donc les solutions sont en correspondance par le changement de base, et par conséquent, les trajectoires sont en correspondance par le changement de base. Et côté droit, on sait tracer les trajectoires très facilement, puisque c'est le cas diagonal, le cas côté droit. Côté droit, la matrice est diagonale. Donc, vous tracez les trajectoires côté droit, vous obtenez le portrait de face côté droit, et pour obtenir le portrait de face côté gauche, il suffit de le transformer, de le déformer par la transformation P, qui envoie les axes verticaux et horizontaux côté droit sur les axes propres côté gauche, et qui envoie les trajectoires sur les trajectoires. Alors ici, c'est ce qu'on appelle un col. C'est ce qu'on appelle un col parce que les trajectoires rappellent un peu les ensembles de niveaux d'un col sur une carte IGN. En anglais, saddle, comme selle. Et côté gauche, vous voyez, le dessin ressemble, c'est encore un col, sauf que cette fois-ci, les deux directions propres ne sont plus l'horizontale et la verticale. Et donc, vous voyez, la phénoménologie pour tracer le portrait de face côté gauche, elle est finalement assez simple. Il s'agit juste de déformer le portrait de face côté droit. Et donc, ce que je vous recommande, c'est de commencer par vous familiariser avec cette phénoménologie assez simple, et peut-être seulement dans un second temps, d'essayer de faire l'effort de revenir au slide précédent pour essayer de comprendre dans le détail la justification formelle de cette phénoménologie assez simple. Alors non seulement dans le slide précédent ici, mais aussi dans le slide équivalent en toute dimension, qui était ce slide-là. Vous voyez là, on est dans la section 3, donc c'est en dimension quelconque, système dynamique à temps continu en dimension quelconque. Là, c'était juste le changement de base, et puis dans le slide suivant, c'était la diagonalisation. Et ce slide-là, sur la diagonalisation, dans lequel on avait déjà un premier aperçu du fait que le changement de base déformait le portrait de face. Allez, on revient au chapitre 4 et à nos portraits de face en dimension 2. Et
si vous comprenez bien ce cas-là, les deux cas suivants ne devraient pas poser de problème. C'est exactement la même chose, simplement avec des signes différents et des valeurs différentes, des valeurs propres et des directions propres. Donc on y va, cas suivant. Ici, vous avez deux valeurs propres strictement négatives. Attention au passage, l'ordre des valeurs propres sur la diagonale de la matrice D, c'est vous qui le choisissez, puisque c'est vous qui choisissez dans quel ordre vous mettez les vecteurs propres de la base de vecteurs propres que vous choisissez. L'ordre entre les deux directions propres, c'est vous qui le choisissez, et c'est cet ordre-là qui détermine l'ordre entre les valeurs propres sur la diagonale de la matrice D. D'accord ? Donc ça pourrait tout aussi bien, avec un autre choix de base, être la matrice moins 4, moins 1, ce qui renverserait le dessin à droite, mais pas le dessin à gauche. Parce que ça renverserait le dessin à droite, mais ça changerait aussi la matrice de passage, et côté gauche, on garderait toujours le même dessin. En tout cas, dans ce cas-là, avec cet ordre qu'on a choisi sur les valeurs propres sur la diagonale de la matrice D, on a nos deux modes propres réels stables. Le plus violent des deux, le plus violemment stable, c'est le mode vertical. Et donc on a nos trajectoires qui ont cette allure-là, dont on avait déjà parlé dans le cas diagonal. Et donc pour obtenir le dessin côté gauche, simplement vous adaptez, vous déformez le dessin côté droit par la matrice de passage. Donc vous adaptez à la fois les directions propres, bien sûr, et aussi, vous voyez, les directions asymptotiques des trajectoires, à la fois dans l'avenir et dans le passé. Vous voyez, la direction bleue, plutôt la direction rouge, c'est la direction asymptotique dans l'avenir, quand on tend vers 0, et la direction bleue, c'est la direction asymptotique quand on revient en arrière. C'est le cas côté droit, c'est le cas aussi côté gauche. Et rien de plus à dire sur ce dessin, sur cette correspondance, je pense. On passe au cas suivant. Et dans ce troisième cas, rien de très différent, sauf que cette fois-ci, il y a une des valeurs propres qui vaut 0, et l'autre valeur propre qui est strictement négative. Ça veut dire au passage que dans le plan trace déterminant, le déterminant vaut 0 et la trace est négative, donc on est quelque part par là, au niveau des paramètres. Puis côté droit, le mode horizontal, le mode propre horizontal est associé à la valeur propre 0, donc les solutions sont constantes, donc les abscisses côté droit sont constantes, donc les trajectoires bougent sur des droites verticales, et quant aux ordonnées, elles s'écrasent sur 0, d'où le portrait de phase côté droit, qu'on adapte côté gauche, en le déformant par la matrice P de changement de base. Et on a terminé le cas diagonalisable sur R. Le principal objectif qui nous reste à accomplir pour cette section 4, c'est de dessiner le portrait de phase dans le cas d'une matrice diagonalisable sur C. Et avant ça, on passera par un cas particulier, celui d'une matrice conforme. Mais à ce stade, pour éviter une vidéo trop longue, c'est probablement mieux de faire une coupure au milieu de ce chapitre. Et donc on verra la suite dans la prochaine vidéo. Merci pour votre attention et bravo pour avoir été jusqu'au bout.